D'accord, Alexander, parlons de la situation en Ukraine et en Russie, en particulier des frappes de missiles à longue portée sur le territoire russe d'avant 2014. Kirsten va rencontrer Biden. On dit que Zelensky va également se rendre aux États-Unis pour présenter son plan de victoire. Biden va prendre une décision concernant les frappes de missiles à longue portée en Russie. Blinken vient de revenir de Kiev et il a dit qu'il allait informer Biden de ce qu'il a appris en parlant aux responsables ukrainiens là-bas. Poutine a donné ce que je considère être son avertissement le plus fort, peut-être même final, à l'Occident collectif aux États-Unis et à l'OTAN concernant les frappes de missiles à longue portée. Discutons-en. C'est une grande nouvelle, surtout l'avertissement de Poutine, que je pense être très sérieux pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une grande nouvelle. C'est adressé aux États-Unis, mais c'est aussi fortement dirigé vers le Royaume-Uni et la France. Ce sont les trois pays qui discutent de la possibilité de mener des frappes de missiles. Aux États-Unis, on dit qu'aucune décision finale n'a été prise. Cependant, si vous lisez les médias britanniques et russes ou écoutez les responsables russes, ils affirment que tout cela est une mise en scène. Ils suggèrent que Biden a déjà décidé d'autoriser les Britanniques à aider l'Ukraine à mener des frappes de missiles en profondeur en Russie en utilisant des missiles à longue portée, en particulier les missiles Storm Shadow. C'est ce que disent les Russes. Et c'est ce que disent les médias britanniques. Il est clair pour moi qu'aux côtés de Zelensky, les Britanniques ont rouvert toute cette discussion, et Blinken est également impliqué. Ils ont fait du lobbying et poussé pour cela. C'est pourquoi Blinken est allé à Kiev pour parler à Zelensky et l'encourager à présenter ses idées. Il a amené avec lui David Lammy, notre inexpérimenté ministre britannique des Affaires étrangères, qui est nouveau dans le poste et manque d'une solide expérience en politique étrangère. En prenant cette mesure, les Américains, les Britanniques et potentiellement les Français, s'ils sont impliqués, franchissent une véritable ligne rouge russe. Il y a eu beaucoup de discussions à divers moments sur les lignes rouges. Nous en avons discuté à de nombreuses reprises et souligné dans divers programmes que nous avons réalisés sur le Durand que presque toutes les lignes rouges dont les gens parlent depuis le début des combats en février 2022 sont des lignes rouges auto-imposées par l'Occident et non par la Russie. Les Russes n'ont jamais dit que les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Occident ne pouvaient pas fournir des chars, des véhicules HIMARS, des avions de chasse ou d'autres équipements à l'Ukraine. Cela n'a jamais été quelque chose que les Russes ont déclaré. Les Russes ont été très clairs sur ce que sont leurs lignes rouges, et l'une d'elles est que les puissances occidentales ne peuvent pas être engagées dans des combats directs avec la Russie. Le point de Poutine n'est pas que ces missiles peuvent frapper à l'intérieur de la Russie, Frank. Son point, qu'il a répété hier, est que les Ukrainiens effectuent déjà des frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie avec leurs drones. Le problème est que ces missiles ne peuvent être opérés qu'avec la participation directe de techniciens britanniques, dans le cas des Storm Shadow, ou de techniciens américains en lien avec les missiles ATACMS et JASSM. En d'autres termes, les techniciens britanniques et américains doivent travailler sur ces missiles et les programmer avant leur lancement pour s'assurer qu'ils atteignent les cibles. J'ai parlé à des militaires à ce sujet et tous me disent la même chose. Poutine a raison. Nous avons eu cette fuite il y a quelques mois, dans laquelle des officiers allemands discutaient des missiles Taurus, et ils disaient exactement la même chose à propos du missile Taurus. Le lieutenant-colonel Daniel Davis de l'armée américaine a également commenté cela.
Il l'a également confirmé dans une émission qu'il a faite publiquement. Donc c'est vrai. Ce que dit Poutine, c'est que si ces missiles sont lancés contre la Russie, des techniciens américains et britanniques devraient être impliqués dans leur lancement. Cela signifie qu'ils participeraient directement à des frappes de missiles sur le territoire russe, qu'ils reconnaissent comme russes. C'est un acte de guerre. Sur chaque point, il a raison. Je défie quiconque de prétendre le contraire. Les Britanniques en particulier continuent de le nier. Mais si vous regardez les médias britanniques et comment ils ont rapporté l'avertissement de Poutine, je suis d'accord pour dire qu'il s'agit d'un avertissement final. La façon dont ils rapportent l'avertissement de Poutine est qu'ils omettent toujours la partie où il dit que le véritable problème avec ces missiles est qu'ils ne peuvent être lancés qu'avec l'implication directe de techniciens britanniques, dans le cas des Storm Shadow. Ils suppriment toujours cela. C'est vrai dans chaque article des médias britanniques que j'ai lu jusqu'à présent. Ils ne veulent pas que le public britannique soit conscient que, en effet, des techniciens et des soldats britanniques seraient impliqués dans l'organisation de frappes de missiles sur le territoire russe contre une superpuissance nucléaire russe. C'est donc une ligne rouge russe, et il est facile de comprendre pourquoi. Poutine a clairement indiqué que franchir cette ligne est un acte de guerre, et les Russes réagiront en conséquence si cela se produit. Nous discuterons de la réponse russe dans un instant, car nous commençons à avoir une idée claire de ce qu'elle sera. Le Pentagone est très mécontent de cette situation. Il n'aime pas ça du tout. Il y a un article aujourd'hui dans le New York Times qui indique que c'est vraiment préoccupant, car les Russes pourraient commencer à fournir des armes à nos adversaires au Moyen-Orient. Et cela va mettre des vies américaines en danger. Donc le Pentagone est clairement fortement opposé à cela. Le mot qui circule maintenant est que cette décision aurait déjà été prise. Les médias britanniques disent que Biden a déjà accepté cela. Les Américains n'autoriseront pas l'utilisation des missiles Attack-MS pour des frappes en profondeur contre la Russie, ni des missiles JASSM. Ce ne seront que les Storm Shadow. Les Storm Shadow sont peu et relativement inefficaces. Cela ne peut se produire que lorsque tout est incroyablement bien planifié et lorsque Zelensky et les Ukrainiens sont capables d'expliquer ce que ces missiles particuliers vont réellement faire lorsqu'ils atteindront leur cible. Il n'y aura aucune annonce que cette décision a été prise. La seule confirmation sera une fois que la frappe aura déjà eu lieu. Vous pouvez déjà voir les problèmes que cela pose et comment les Américains ont une fois de plus laissé la faction néoconservatrice du département d'État ainsi que l'occupant déconnecté du bureau ovale qui a des sentiments forts à propos de Poutine et de la Russie influencer leurs actions. Comment tout cela les a conduits à prendre une décision qu'ils ne veulent vraiment pas prendre? L'armée aux États-Unis s'y oppose fondamentalement. Ils disent que ce n'a aucun sens militaire. Cependant, les Britanniques l'ont adopté de manière imprudente. Ce que les Américains semblent se préparer à faire, c'est laisser les Britanniques procéder à cela à un moment donné, puis les laisser gérer les conséquences. En d'autres termes, les Britanniques le mettront en œuvre, et les Américains prétendront qu'ils n'y ont aucune part. Ils diront que ce sont des missiles britanniques, et que leurs techniciens ne sont pas impliqués dans leur programmation. Seuls les Britanniques sont impliqués. À ce moment-là, ce seront les Britanniques seuls qui feront face aux représailles de la Russie. Je vais rapidement aborder ce que les Russes prévoient de faire. Ils l'ont signalé ce matin. Ils ont déjà expulsé 6 diplomates britanniques, les accusant d'espionnage.
Il laisse clairement entendre que si des missiles Storm Shadow frappent la Russie, cela marquera la fin des relations diplomatiques. Les Russes se considéreront en état de guerre avec la Grande-Bretagne. Les relations diplomatiques entre la Russie et la Grande-Bretagne cesseront. Et bien sûr, une fois que deux pays sont en état de guerre, la situation s'aggrave considérablement. Two countries are in a state of war. The Russians can move and quite legally this time. Les Russes peuvent, cette fois-ci, tout à fait légalement, confisquer tous les actifs britanniques, tant privés que publics, y compris les bâtiments d'ambassade et consulaires situés sur le territoire russe. Et bien sûr, ce ne sera que le début. Les Russes peuvent prendre d'autres mesures. Ils peuvent commencer à fournir des missiles pour frapper des cibles britanniques dans le monde entier. Ils ont déjà informé les Britanniques que c'est leur plan. C'est la direction que nous prenons. Ce gouvernement britannique, incroyablement insensé et imprudent, influencé par des journaux dirigés par des lobbyistes et manipulé par les néoconservateurs à Washington, nous y conduit. Oui, il n'est pas confirmé si la Maison-Blanche de Biden autorisera le Royaume-Uni, mais ils ne vont pas lancer de frappes de missiles en Russie. Nous attendons toujours de voir. Peut-être qu'au moment où cette vidéo sera publiée, nous aurons une image plus claire de ce que la Maison-Blanche de Biden a décidé, ou du moins de ce que Jake Sullivan a décidé. Je crois que Jake Sullivan est celui qui prendra la décision finale, ici. Keir Starmer et Zelensky seront à Washington pour que Sullivan et son équipe puissent les orienter sur la politique à suivre. C'est comme ça que je le vois. Ce n'est pas que Keir Starmer et Zelensky se rendent aux États-Unis pour présenter leur plan et consulter la Maison-Blanche de Biden. Je pense que c'est la Maison-Blanche de Biden qui donnera essentiellement les ordres. Ils diront, voilà comment ça va se passer. Voici ce que vous allez faire. Les rapports suggèrent qu'ils diront au Royaume-Uni d'aller de l'avant et de commencer à lancer des missiles Storm Shadow. Ils veulent voir comment la Russie réagit. Je suis d'accord pour dire que l'expulsion des 6 diplomates indique que les relations diplomatiques entre la Russie et le Royaume-Uni sont susceptibles de se rompre. C'est un mouvement significatif en soi. Mais quelle pourrait être une riposte militaire de la Russie sous la forme d'une aide aux proxys ou en aidant des proxys à frapper des bases britanniques ou des soldats britanniques dans le monde entier? Ma question pour vous est, tout le monde sait que les États-Unis sont exposés, n'est-ce pas? Les États-Unis ont des centaines de bases militaires et des milliers de soldats impliqués dans divers conflits et escarmouches à l'échelle mondiale. Dans quelle mesure le Royaume-Uni et la France sont-ils exposés si la Russie décide d'armer des proxys? L'exemple le plus simple que les analystes donnent souvent et que nous mentionnons également est de fournir des missiles aux Houthis, par exemple. Je veux dire, c'est un exemple simple à avancer. Les Russes pourraient donner des missiles aux Houthis, et ensuite les Houthis continueraient leurs actions, mais cette fois avec la technologie russe. Cependant, la Russie a beaucoup plus d'options. J'imagine qu'ils planifient cela depuis de nombreux mois, en considérant comment ils pourraient riposter non seulement contre les États-Unis, mais aussi contre le Royaume-Uni et la France. Ils ont déjà averti le Royaume-Uni et la France. Il y a environ 3 ou 4 mois, ils ont convoqué les ambassadeurs au ministère des Affaires étrangères à Moscou et ont émis un avertissement. Donc ils ont déjà eu un avertissement. Quelles sont vos pensées à ce sujet? La réponse courte est que les Britanniques sont encore plus exposés que les Américains. Bien qu'il soit vrai que les Américains possèdent des bases tentaculaires dans le monde entier, à une échelle qui éclipse tout ce que la Grande-Bretagne a. La Grande-Bretagne maintient toujours une présence militaire dans de nombreux endroits à l'échelle mondiale. Ils ont des bases en Extrême-Orient et au Moyen-Orient.
notamment dans l'est de la Méditerranée. 2 de ces bases sont situées à Chypre. Ainsi, ils essayent d'être présents partout. Et bien sûr, il y a des actifs et des cibles britanniques qui pourraient être atteints. La différence entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France est notable. La France est encore plus présente dans divers endroits à travers le monde que la Grande-Bretagne. Cependant, remarquez que les Français prennent du recul. Cela est probablement dû à la crise politique à Paris et au fait qu'il y a beaucoup plus d'opposition à ces actions parmi les Français. Tant Le Pen que Mélenchon, ainsi que de nombreux autres en France, s'expriment contre cela. Macron lui-même semble être dans une position plus faible pour aller de l'avant avec cette idée. Mais les Britanniques avancent avec cette idée, même s'ils sont très exposés en raison de leurs nombreuses bases. Ils ont leur flotte, y compris les 2 porte-avions de la classe Queen Elizabeth, qui sont assez vulnérables. Ils n'ont pas la capacité de se défendre et de riposter comme le peuvent les États-Unis. S'ils subissent une attaque de missiles avancés des Houthis, par exemple, ou s'ils déploient des navires en Méditerranée orientale, ils ne disposent pas des systèmes de défense aérienne sophistiqués que possèdent les Américains. L'absurdité, la chose vraiment choquante dans toute cette affaire, c'est que les Britanniques se dirigent vers une confrontation avec une superpuissance militaire et nucléaire, qui est, bien sûr, la Russie, alors que l'état de l'armée britannique est terrible. Nous sommes réduits à 40 chars opérationnels. Je répète ce chiffre, 40 chars opérationnels. Cela a été confirmé à de nombreux endroits. Nous en avons peut-être 100 au total, mais il faut en cannibaliser certains pour faire fonctionner les autres. La Royal Navy serait en très mauvais état, et la Royal Air Force n'est pas en grande forme non plus. The Royal Air Force isn't in great shape either, and we are nonetheless provoking. Et nous sommes néanmoins déterminés à provoquer et à attirer sur nous la colère d'une superpuissance nucléaire. La Russie peut rompre les relations diplomatiques avec nous. D'ailleurs, cela ne les affectera pas. Pourquoi le ferait-il? Mais si la Grande-Bretagne ne peut pas parler aux Russes, qui sont une grande superpuissance nucléaire, alors inévitablement l'influence de la Grande-Bretagne dans le monde va encore diminuer. Les Britanniques seront encore plus écartés de la diplomatie internationale. Lorsque cela se produira, des pays comme l'Allemagne et la France, qui souhaitent maintenir des contacts diplomatiques avec les Russes à divers niveaux, continueront de le faire. Et bien sûr, les Américains, pour qui il est essentiel de maintenir des relations diplomatiques, auront une autre raison de prendre du recul. Alors, nous allons faire quelque chose qui nous isolera et nous rendra vulnérables. Dans quel but? Selon tous les aveux, l'Ukraine a déjà utilisé la plupart des missiles Storm Shadow que les Britanniques ont fournis. Le nombre disponible est très faible. Il a maintenant été confirmé que la Grande-Bretagne ne les produit plus. Peut-être peuvent-ils en fabriquer un de temps en temps, mais les installations pour les produire en quantité n'existent plus. Les Français les fabriquent encore, mais apparemment en très petit nombre. Tous les principaux objectifs militaires sont soit fortement protégés en Russie, soit les actifs que les Storm Shadow pourraient frapper ont été déplacés plus profondément à l'intérieur de la Russie. Nous prenons cette mesure totalement imprudente et insensée, tandis que les Américains semblent donner l'impression qu'ils vont nous laisser tomber. Cela ne sert à rien et n'accomplit rien en Ukraine. Cela ne va pas changer la situation militaire là-bas. Patrick Ryder, le porte-parole du Pentagone, vient de le dire. Austin l'a également dit. Alors, quel est l'intérêt de cela? Austin said it. Austin said it. So what's the point of this? Yeah. So what is the point? Why is the UK doing this? Why are they being
Alors, quel est le but? Pourquoi le Royaume-Uni fait-il cela? Sont-ils entraînés dans cette voie par les États-Unis? Ou essaient-ils de provoquer la Russie pour entraîner les États-Unis dans le conflit? On nous pose cette question tout le temps, et j'y pense beaucoup aussi. Qui mène qui? Est-ce que les États-Unis disent au Royaume-Uni quoi faire? Vont-ils s'asseoir avec Keir Starmer à Washington et dire « Écoute, Keir Starmer, voici ce que tu vas faire » et il va suivre? Ou est-ce que Keir Starmer va aux États-Unis pour dire « Écoutez, voici ce que j'aimerais qu'il se passe. J'aimerais que vous m'autorisiez. » Et les personnes qui influencent Keir Starmer sont-elles vraiment celles qui dirigent ces politiques? Il est clair que ce n'est pas lui qui élabore ces stratégies. Clear that he's not really the one that's coming up with these policies. The hopes are that Russia does act in a way. L'espoir est que la Russie agisse de manière émotionnelle, ce qui est très différent de son comportement habituel. Cela pourrait alors rapprocher les États-Unis et l'OTAN du conflit. Nous en avons discuté avec Jim Webb lors d'un direct l'autre jour. L'objectif semble être d'entraîner l'OTAN et effectivement les États-Unis dans le conflit en Ukraine. Cela est perçu comme la seule chose qui pourrait éventuellement sauver le projet en déclin de l'Ukraine et le régime de Zelensky. Ma question est, qui mène qui ici? C'est la question à $1 milliard. This is the billion-dollar question. Who's leading who here? Right. I think there's a very short answer to this. I think it is D'accord. British. Je pense qu'il y a une réponse très courte à cela. Ce sont les Britanniques avec les néoconservateurs à Washington. En remontant au conflit en Yougoslavie et à la guerre en Irak, nous pouvons voir une symbiose complète entre la faction néoconservatrice à Washington et l'ensemble de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité et de la bureaucratie du renseignement à Londres. Ils ont effectivement fusionné. Nous parlons d'une seule et même entité. Que ce soit travailliste ou conservateur. Que ce soit le Parti travailliste ou le Parti conservateur, chaque fois que des personnes dans l'un ou l'autre parti s'expriment contre cela, la classe politique et l'establishment en Grande-Bretagne agissent immédiatement pour les isoler et les écarter. Les néoconservateurs ont une emprise beaucoup plus forte sur le discours politique en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis. C'est le premier point à souligner. Les néoconservateurs américains et britanniques, ainsi que les Ukrainiens, ont travaillé ensemble sur ce sujet. C'est absolument clair. C'est pourquoi Blinken, qui est manifestement le principal défenseur américain de tout cela, a décidé de se rendre à Kiev avec l'ami à ses côtés. L'objectif est de provoquer les Russes. C'est un objectif insensé en soi. Essayer de provoquer une superpuissance nucléaire à une sorte de réaction extrême qui peut être utilisée pour étendre la guerre. Mais c'est ce que veulent les Ukrainiens. Et c'est ce que veulent certaines personnes en Grande-Bretagne et à Washington. Ils travaillent tous vers cet objectif. C'est pourquoi ils poussent constamment à aller plus loin et plus en profondeur. La situation aux États-Unis est beaucoup plus compliquée, car c'est un pays beaucoup plus sophistiqué, avec beaucoup plus de décideurs impliqués. Beaucoup d'opposition du côté républicain, comme nous le savons, et une certaine opposition du côté démocrate. Remarquez que la vice-présidente, qui est maintenant la candidate du Parti démocrate, évite tout cela. Elle ne va pas rencontrer Starmer ou Zelensky. Elle reste à l'écart de Washington. Il semble qu'elle, ou du moins ses conseillers, lui disent de ne pas s'impliquer dans cela. Elle reste bien à l'écart, ce qui est assez révélateur. Ainsi, les Américains vont d'une manière ou d'une autre se sortir de cette situation. Mais la Grande-Bretagne, qui est mon pays, se fait quelque chose qui dépasse l'entendement. As part of some complicated neocon
Dans le cadre d'une stratégie néoconservatrice compliquée, qui est déjà irrationnelle, en provoquant une superpuissance nucléaire, nous allons nous retrouver dans une situation où tout le monde se retournera contre nous et nous laissera tomber. C'est la question que j'ai essayé d'aborder avec Jim Webb hier. Il l'examine d'un point de vue américain, tandis que je le vois d'un point de vue britannique. Je peux voir où tout cela mène. Nous sommes maintenant en train d'être préparés pour être ceux qui aident les Ukrainiens à lancer les Storm Shadow sur la Russie. Lorsque les Russes riposteront, les Américains, en particulier le Pentagone, ont déjà clairement indiqué que nous serons seuls. Ils ne viendront pas à notre secours. Pourquoi le feraient-ils? J'ai deux questions pour vous. Voyons, laquelle devrais-je poser en premier? Nous avons vu une coopération entre les néoconservateurs, l'élite britannique et même l'Ukraine pendant le Russiagate. Qu'en pensez-vous? Nous avons effectivement vu cette alliance se former à cette époque. Nous l'avons vu en pleine opération à l'époque, et nous l'avons vu en pleine opération depuis. Cela a été évident dans les conflits du Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, en Libye et dans bien d'autres endroits. D'une manière ou d'une autre, la classe politique et l'establishment britannique ont été complètement capturés par les néoconservateurs. Quand et comment cela s'est exactement produit n'est pas clair, mais cela s'est clairement cristallisé pendant l'époque de Tony Blair. Cela ne fait guère débat maintenant. Cependant, comprendre pourquoi cela s'est produit est difficile. Je me souviens de Margaret Thatcher, et elle doit se retourner dans sa tombe en ce moment avec tout ce qui se passe. Personne ne dirait jamais que Margaret Thatcher était autre chose qu'une amie profondément loyale des États-Unis. Mais elle serait furieuse de la façon dont la Grande-Bretagne est manœuvrée ou s'est manœuvrée elle-même dans cette position. La pensée néoconservatrice pourrait en fait avoir une certaine logique. Je ne dis pas que cela va réussir. Cela va se retourner contre eux. Bien sûr, ça va se retourner contre eux, parce que tout ce que les néoconservateurs initient a tendance à se retourner contre eux, de manière terrible et inattendue. Mais si vous essayez de voir cela de leur point de vue, leur stratégie implique deux possibilités, à mon avis. Tout d'abord, vous avez le Royaume-Uni, qui est évidemment à bord. Ils sont tous d'accord pour lancer des Storm Shadow en Russie et provoquer une réponse. Le scénario numéro 1 est que vous provoquez la Russie à agir de manière irrationnelle et à riposter d'une manière qui entraîne l'OTAN dans le conflit. Dans ce cas, les néoconservateurs et l'establishment britannique verraient cela comme une mission accomplie. Cela a fonctionné. C'est le scénario numéro 1. Le deuxième scénario est qu'ils croient au récit selon lequel Poutine ne fera rien si des lignes rouges sont franchies. Ils pensent que ce ne sont que des fanfaronnades. Poutine parle durement, mais n'agit pas parce qu'il ne l'a pas fait par le passé. Lorsque leurs lignes rouges ont été franchies, Poutine n'a rien fait. Alors, ils le laissent parler, menacer, souffler et s'emporter, croyant qu'il n'agira pas. Dans leur esprit, s'ils lancent les Storm Shadow en Russie et que Poutine ne réagit pas, alors les durs ou les forces à l'intérieur du Kremlin pourraient essayer de le destituer. Alternativement, cela pourrait provoquer le chaos, des luttes internes ou des intrigues de palais au sein du Kremlin à Moscou. Cela nous bénéficiera alors. Je veux dire, je peux voir que c'est ainsi qu'ils envisagent cela. Pour eux, ils disent que de toute façon, nous avons acculé la Russie. Quand nous faisons ce mouvement, nous forçons la main de Poutine d'une manière ou d'une autre, et il va se retrouver dans une situation difficile. Ils pensent qu'ils jouent aux échecs, mais en réalité, ils ne jouent même pas aux dames. C'est ainsi que je crois qu'ils pensent.
They're not What are even your playing thoughts? checkers because checkers is a very sophisticated game. You're absolutely Ils ne right. jouent même pas aux dames, parce que les dames sont un jeu sophistiqué. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement comme ça qu'ils pensent. Une caractéristique des néoconservateurs est qu'ils sous-estiment constamment l'intelligence et la sophistication de leurs adversaires. Ils supposent toujours qu'ils peuvent manipuler la situation. Ils pensent que les Russes n'auront que deux options. Soit aller à fond et déclencher la Troisième Guerre mondiale, soit provoquer une intervention de l'OTAN en Ukraine, ce dont nous parlons. Sinon, si les Russes ne font rien, ils sont humiliés. Mais bien sûr, les Russes, comme vous le dites à juste titre, se prépareront à cela. Il y a de nombreuses actions qu'ils peuvent entreprendre entre ces deux extrêmes. Ils feront certainement quelque chose, mais ce ne sera pas ce que les néoconservateurs attendent. C'est pourquoi leur plan échoue toujours, car ils ne comprennent jamais que l'autre camp dans cette situation a des options. Alors discutons-en. Oublions la Troisième Guerre mondiale et la provocation d'une intervention de l'OTAN, car les Russes ne tomberont pas dans ce piège. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, l'a clairement indiqué dans une interview qu'il a donnée l'autre jour. Parlons donc de l'autre scénario. Poutine ne fait rien. Le résultat est que ça pourrait provoquer une crise politique à Moscou, avec Medvedev et les durs prenant le pouvoir. Cela créerait une énorme volatilité en Russie, et les BRICS pourraient commencer à se désagréger, entraînant un effondrement général. Cependant, cela ne va pas se produire. Premièrement, les durs à Moscou sont des personnes très disciplinées. Ils ne vont jamais se retourner contre Poutine de cette manière. Deuxièmement, ils n'auront pas besoin de se retourner contre Poutine car il prendra la décision de réagir. Il le fera comme il le fait toujours, après une longue série de consultations qui ont probablement déjà eu lieu, pour la plupart, sur ce que sera la réaction. La réaction ne sera pas de déclencher la Troisième Guerre mondiale ou de provoquer l'OTAN à envoyer des troupes en Ukraine. Elle sera calibrée pour atteindre les objectifs russes. Cela pourrait impliquer de rompre les relations diplomatiques et de saisir les actifs britanniques, y compris le bâtiment de l'ambassade. Par exemple, Staline a donné aux Britanniques un immense manoir juste en face du Kremlin, sur la rive sud de la rivière Moskva. Les Russes essaient de le récupérer depuis des décennies. Il a semblé un moment qu'il réussirait, mais ensuite, Margaret Thatcher a convaincu Gorbatchev de laisser les Britanniques le conserver. Gorbatchev a fait cela au grand agacement du ministère russe des Affaires étrangères. Si la Grande-Bretagne et la Russie sont en état de guerre, les Russes s'en empareront, et ce serait la fin de l'affaire. Quoi qu'il en soit, c'est un problème mineur. Il y a toutes sortes d'autres actifs britanniques. Par exemple, BP, la compagnie pétrolière britannique, a misé tout son développement futur sur l'exploration pétrolière en Russie. Ainsi, tous ces actifs, qui sont considérables en Russie, pourraient être confisqués. Les Russes répondront de cette manière. Puis, à leur propre moment et endroit, ils répondront militairement contre les Britanniques, où qu'ils choisissent de le faire. Ils ne nous diront pas quand. Nous ne connaîtrons pas le calendrier ou les plans russes. Cependant, pour revenir au scénario que vous avez décrit, les personnes qui seront informées sont les mêmes partisans de la ligne dure que les néoconservateurs cherchent à utiliser pour mener le coup d'État. Je suis convaincu que ce scénario est authentique. Je suis sûr que les gens en ont discuté lors de leur réunion. Lorsque vous examinez le scénario que les néoconservateurs créent et comprenez comment Moscou fonctionne réellement, cela s'effondre. Ce n'est pas basé sur la réalité de l'organisation de Moscou.
is actually organized. Yeah, correct. Final question and we'll wrap up the video. Let's look Oui, at things correct. from the US. Dernière question et nous conclurons la vidéo. Regardons les choses du point de vue des États-Unis. Le Wall Street Journal a publié un article discutant des rencontres entre Biden et Keir Starmer et des frappes de missiles à longue portée en Russie. L'article indiquait que la Maison-Blanche de Biden vise à mettre l'Ukraine dans une position avantageuse avant que Biden ne quitte ses fonctions. Que ce soit Trump ou Harris qui viennent ensuite, cela n'a pas d'importance. L'administration Biden veut que l'Ukraine soit en position de force, soit pour négocier, soit pour continuer le conflit. C'est un aveu du Wall Street Journal que les États-Unis espèrent y parvenir en impliquant le Royaume-Uni. Ils veulent éviter un effondrement tant que Biden, Sullivan, Blinken et Austin sont dans leur position actuelle. And all these guys are there in Austin while they're all in the positions that they're in. They may see this. There may be parts Ils peuvent voir cela. that see this. Il peut y avoir des parties de la Maison-Blanche de Biden qui pensent « Vous savez quoi, Royaume-Uni? Vous voulez aller de l'avant avec ça? Vous voulez faire ça? Vous êtes vraiment prêt pour ça? Storm Shadow en Russie? Allez-y. » Cela pourrait nous acheter le mois ou deux dont nous avons besoin pour passer l'élection de novembre et peut-être même atteindre l'inauguration de janvier. Même si c'est Trump, au moins l'Ukraine ne s'effondrera pas sous notre surveillance. J'ai trouvé que cet article du Wall Street Journal était très révélateur sur ce que pourrait être l'objectif réel de la Maison-Blanche de Biden dans tout cela. Biden White House may be in all of this. You're absolutely correct. It's just to keep the whole thing, kick the can down the road. Vous avez tout à fait raison. Of course, Il s'agit simplement de prolonger un peu plus la situation. De leur point de vue, l'astuce est qu'ils ont trouvé quelqu'un d'autre pour faire le travail à leur place. Les Britanniques interviennent, donc ils ne sont pas directement exposés. On peut comprendre l'attrait de cette situation. C'est probablement ce qu'ils se disent, du moins ceux qui ne sont pas entièrement engagés dans l'agenda néoconservateur. Des personnes comme Nuland, par exemple, ont donné des interviews étonnantes qui révèlent à quel point sa vision du monde est extrême, à mon avis. Mais c'est un sujet pour un autre jour. Je pense que vous avez tout à fait raison. Topic for another day. But I suspect you're absolutely right. I wouldn't be surprised at all if this is just say Jake. Je ne serais pas du tout surpris si c'est la pensée de Jake Sullivan. Nous lançons un missile et cela jettera les Russes dans la confusion. Cela maintiendra l'Ukraine unie pendant un mois ou deux de plus, les faisant passer novembre et janvier. Si tout s'effondre ensuite, eh bien, nous sommes passés à des emplois entièrement rémunérés dans des ONG et des think tanks. Donc oui, je pense que c'est tout à fait correct. Mais je ferai une observation. Toute cette idée de mettre l'Ukraine dans une position avantageuse est quelque chose que l'administration a promu depuis le début de l'opération militaire spéciale. Pretty much the moment when the special military operation started. I remember Biden himself. Je me souviens que Biden lui-même, bien qu'il ne l'ait probablement pas écrit, c'est probablement Jake Sullivan qui l'a fait. Quoi qu'il en soit, Biden a écrit un article d'opinion, je pense pour le New York Times, où il disait la même chose. Notre objectif n'est pas de remporter une victoire pour l'Ukraine, mais de mettre l'Ukraine dans une meilleure position. C'était à l'été 2022. Maintenant, nous sommes à l'automne 2024 et nous pouvons voir à quel point la position de l'Ukraine est meilleure après toute l'aide que les États-Unis ont fournie au cours des 2 dernières années. Donc je pense que vous avez absolument raison sur la réflexion et les intentions. Mais si vous regardez les résultats réels, vous pouvez voir à quel point cette approche a été désastreuse. Oui, ils parlent d'une position avantageuse depuis 3 ans maintenant. Ils avaient une position avantageuse avec Minsk 1 et Minsk 2. S'ils avaient simplement suivi cela, cela aurait été la position avantageuse. Je ne veux pas rendre cette vidéo trop longue, mais je dois vous demander rapidement vos pensées sur J.D. Vance discutant du plan de Trump pour mettre fin au conflit en Ukraine. Le plan implique la création d'une zone démilitarisée, l'Ukraine s'engageant à la neutralité
et l'Union européenne prenant en charge la reconstruction de l'Ukraine. Quelles sont vos pensées rapides à ce sujet? A massive step forward in terms of what Un pas en avant massif. En termes de ce que cela propose, ce n'est probablement pas suffisant pour le moment pour satisfaire les Russes. Mais c'est quelque chose dont les Russes et les Américains pourraient discuter. Les Russes pourraient regarder tout cela et dire à Trump, Vance et à quiconque est le secrétaire d'État, « Écoutez, nous sommes intéressés par vos idées. Il y a beaucoup de travail à faire, mais parlons-en. » Je vois cela comme une tentative sérieuse de résoudre le problème. C'est une amélioration significative par rapport à tout ce que nous avons vu et bien plus avancé que les absurdités dont nous avons discuté dans ce programme. And so much more in advance of all the nonsense that we've been discussing in this program. You know, lob the odd Storm Shadow at a Russian. Vous savez, lancer de temps en temps un missile Storm Shadow sur une base aérienne russe, dont la plupart ont été évacués. Gagner un mois de plus et espérer que les Russes fassent quelque chose d'imprudent, comme provoquer une intervention de l'OTAN ou réalisent un coup d'État interne contre Poutine. Je suis absolument convaincu que c'est ainsi qu'ils pensent vraiment. Ce genre de réflexion n'est pas basé sur la réalité. Le plan Vance-Trump, si on peut l'appeler ainsi, ne suffira peut-être pas à mettre fin à cette guerre, mais il donne au moins aux Russes quelque chose avec lequel ils peuvent travailler et discuter avec les Américains pour trouver une fin à ce conflit. Au moins, cela indique enfin nous régler un tough fellow though. Exactly. Which is simple, but it's there. Yeah. Which is the key thing. Exactement. C'est simple, mais c'est là ce qui est essentiel. Cela a été le point de blocage fondamental depuis 2008, lorsque l'Occident a pris la décision désastreuse d'inviter l'Ukraine à rejoindre l'OTAN. Pour les Russes, cela a toujours été, comme l'a dit Bill Burns, la ligne rouge brillante et éclatante qu'ils n'accepteraient jamais de franchir. Bill Burns ne parle plus ainsi maintenant qu'il est directeur de la CIA. Mais au moins, quelqu'un à Washington comprend cela maintenant. Donc, comme je l'ai dit, c'est une base pour la discussion. Il y a énormément de travail à faire pour traduire cela en un accord quelconque. Mais il pourrait y avoir un accord, en prenant cela comme point de départ dans les négociations qui suivront. Cela pourrait aboutir à un accord qui satisfait les intérêts fondamentaux à la fois des Russes et des Américains. Bien sûr, les Européens devront payer la facture. Cela conviendrait parfaitement aux Russes. Ils seraient absolument ravis d'un tel résultat. Ils sont en colère contre les États-Unis et les néoconservateurs. Mais ils se sentent trahis par les Européens d'une manière qu'ils ne ressentent tout simplement pas envers les États-Unis. Betrayed by the Europeans in a way that they simply don't feel about the US.